Ce monsieur dit qu'il connaît les méthodes mafieuses que vous utilisez dans la presse. Non, j'ai pas utilisé les méthodes. Non, ne peut aller plus loin. Non. Je peux aller plus loin. Il faut arrêter ça. Non, qu'il ne prête pas. Je peux répondre. Vous avez dit. Non, j'ai pas dit. J'ai pas dit parce que je connais les méthodes. Je connais les méthodes. Arrêtez ça, monsieur. Qu'il ne me prête pas des expressions. Qu'il ne me prête pas. Non, écoutez. Non, je ne gagne pas, mais qu'il ne. Non, qu'il ne prête pas. Non, qu'il retire. J'ai pas utilisé l'expression mafieuse. Non, qu'il retire. Qui retire. Si les retire pas, ça s'arrête. Qui retire? Mettez le générique. Qui retire? Mettez le générique. L'expression m'a fait pas sortir. Maintenant, écoutez, retour. Mais non, maître, vous dérangez déjà. Retour sur ce plateau. Maître Simon Pierrandi, merci d'avoir réagi. François Bikoro, vous avez la parole. Je répète encore. Qu'un imposteur ne peut pas entrer dans un métier. Bon, je n'accepte pas ça. Non. Non. Mes paroles. J'ai dit non. Je ne suis pas dans l'État. Maître Simon Pierrandi. Non, qui retire? Je ne sors pas. Non. Non. Vous ne pouvez pas permettre que quand les suites. Il ne peut pas être un imposteur. Non. Ça n'est pas à lui. Vraiment. Vous êtes un imposteur. Retour donc sur ce plateau de débat politique contradictoire. Nous présentons toutes nos excuses aux auditeurs ainsi que aux téléspectateurs qui, pour cette émission qui a été perturbée par Maître Simon Pierrandi, qui est venu créer un véritable bordel ici sur ce plateau. Heureusement que tout est rentré dans l'ordre. François Bikoro, vous étiez donc en train de réagir. Non, je disais, là, je suis arrivé à mandater les deux à Bafia, c'est ça? 2 fois. Vous ne m'avez pas pris au téléphone et pourtant vous passez dans mes émissions chaque jour que Dieu a créé. Moi, ce que je n'ai pas accepté, c'est de supposer on dit. Parce que quand on termine ici, même vous qui nous appelez ici chaque vendredi, on ne peut plus croire en vous, puisqu'on va dire que un imposteur, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, est venu dire qu'il sait comment fonctionne la presse. Donc il sait comment fonctionne Charles Michel, il sait comment fonctionne Séverin Tchouke, il sait comment fonctionne. Alors, nous sommes à une période où les gens viennent parler à l'agora. Si un individu, au lieu d'apporter son assentiment, on a bien dit ici que c'est une information qu'il a donnée. Madame le maire a dit qu'il faut écrire. On n'a pas fait de débat sur ça. Le ministre est libre d'écrire ou pas. Mais il faut seulement rappeler qu'une demande d'interview, la plupart du temps, on ne met pas le terme dedans. Mais la dame a dit qu'il faut. Et il avait bien commencé en disant dans les réseaux WhatsApp, ça peut gêner. Et en plus, même patriage, le temps pour vous de prendre un verre d'eau. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui pose le problème de l'imperméabilité de nos institutions. Tout à fait. Je ne sais pas comment il est si mystérieux d'obtenir une information dans une mairie, dans une institution de notre pays. Et ça, c'est parce que, justement, dans notre pays, les gens n'ont pas encore compris la place de la communication. Et lui, dans les services publics, j'ai dit, même dans les entreprises privées, c'est la même chose. Les gens n'ont pas encore compris la place. Tu vois, donc les gens n'ont pas encore compris vraiment quelle est la place. Lorsque vous avez même un journaliste, comme on dit, ça peut être n'importe qui vous appelle sur un sujet précis. La vérité, c'est que l'institution a une communication sur ce sujet. Que ce soit un voyou, que ce soit qui vous demande l'information, envoyez-lui l'information selon l'orientation de votre institution. C'est à lui d'aller faire de ça ce qu'il veut, mais vous lui aurez envoyé l'information. S'il publie de façon erronée, la loi prédispose. Voilà. Pour faire une rectification. Tout à fait. Un droit de répondre dans les formes. C'est tout. Qui ont été et c'est le problème dans toutes nos administrations dans ces pays. Obtenir l'information est tellement difficile. Ce monsieur tombe sous le coup de la perméabilité dans les institutions politiques. C'est-à-dire on trouve un type. Comment on ne sait pas comment il est devenu comme ça. J'allais finir par là. J'allais. Ça va retomber sur l'institution. Non, je voulais finir. Il a failli engager et le parti politique et la mairie pour des choses. Moi, je croyais qu'il va venir dire monsieur Dominique Tita. Tout à fait. Nous-mêmes, on croyait que c'était sur la base des faits. Vous avez menti, il n'y a jamais eu ceci, il n'y a jamais eu ceci. Voilà. Et à partir de demain, je vous amène directement. Il vient dire comment se fait l'enquête. S'il y a un attentat aux États-Unis, je suis obligé de prendre l'avion pour aller aux États-Unis alors que j'ai un correspondant. Je vais vous dire comment il est arrivé ici. Il m'a appelé pendant qu'on était à l'émission. Il me dit, est-ce que vous êtes à l'antenne? J'ai dit oui. Est-ce que c'est sur votre plateau que Dominique Sita parle? J'ai dit oui. Il m'a dit qu'il veut venir aider à la manifestation. C'est tout. Je lui ai dit d'accord. Viens si tu as des éléments qui permettront qu'on comprenne mieux les faits qui sont reprochés. Qui peuvent être faux ou pas. Oui, c'est pour cela que j'ai accepté qu'il vienne. D'abord, il est arrivé.
il a dû croiser Dominique Zita au couloir. On a suivi des éclats de voix qui ont empêché que l'émission se poursuive. C'est moi qui étais en train de parler. Voilà. Maintenant, on lui a donné la parole. Viens, tu présentes les faits qui sont reprochés à Madame le maire. Si, d'ailleurs, tu es mandaté. Parce que ça ressemble plus à un one-man show pour plaire à Madame le maire. Dont les faits sont reprochés et personne n'a encore abordé même ce qui lui est reproché. Même elle-même n'a pas encore réagi là-dessus. Bon, maintenant, on lui a donné tout son temps de parole. Il faut que les autres réagissent. C'est le principe du débat n'a pas politique. dit qu'elle ne répond pas. Elle a donné la forme dans laquelle Dominique Tita doit faire pour qu'il réponde. Et cette forme est reprochable. C'est ce que Dominique Tita dénonce. Qui a seulement dit que non, je ne mets pas le timbre parce que c'est une demande d'information. Voilà. Ça, c'était un débat entre les deux personnages. Maintenant, on lui dit, tu as fini, remet le micro, il refuse. Il commence à vouloir un face-à-face. Il vient détruire le matériel de Capital FM. Heureusement qu'il va payer ça parce que par tous les il espère criminel, il sait que ça va suivre. Peut-être que Aimé Cyprien Olinga voulait réagir. Non, vous savez, moi je suis un révolutionnaire, je suis quelqu'un qui est habitué à voir ce genre de phénomène. Mais j'ai dit, quand en plus ça vient d'un monsieur qui s'appelle Espère quoi là criminel. De loi, moi je me dis si c'est ça que nous avons comme expert criminel, lui-même il a affiché là. On a même dit de penser qu'il a l'image du maire tout à fait. On m'a fait comprendre ici qu'on met des gens à genoux là-bas, on gifle. Son comportement démontre effectivement que dans ce studio démontre effectivement que dans cette mairie il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence et il y a surtout des gens qui soufflent à l'oreille de Madame le maire des histoires comme celles que je connais, les journalistes, ils sont en train de vouloir escroquer la et ça qu'il a mis dans la tête de Madame le maire, et c'est normal que Madame le maire se braque. Juste bizarrement. Effectivement. Je suis en train de... Dominique, si tu n'as pas la parole. Je suis en train de... il parle plus. Non, il faut qu'on avance. Moi, je ne suis pas venu ici pour... D'accord. Bon, d'accord. On va donc passer... On va donc reprendre le cours normal des choses. On prend une tradition, on revient tout ça derrière. Et ça, débat politique. Là, l'activateur ne parle pas. Lui, il active. On appelle les hommes politiques, toutes chapelles confondues. On fait un casting. Le RDPC, le MRC, le SDF et tout. Venez nous dire la vérité ici. Vous dites même que qui va succéder à Paul Biya. Moi, je pose seulement les questions. Je m'interroge. Les gars parlent. Je ne parle pas. Pendant 2 heures, les gars cognent. Ils parlent. Entre eux, là, dès que le RDPC parle, le SDF contredit. Entre eux, là-bas, c'est comme ça que ça va se passer. À un moment, je laisse quand même que les auditeurs. Retour donc sur ce plateau où on parle de l'église et de la politique. Est-ce qu'il s'agit d'un prophétisme ou alors une rupture de pouvoir? Sa Majesté Dominique Tita, vous avez certainement lu la lettre pastorale de Monseigneur Samuel Cléda. Est-ce que vous pensez que cette sortie est un véritable acte prophétique ou alors il s'agit plutôt d'une incursion dans le champ politique? Est-ce que cela ne risque pas d'être interprété comme une prise d'opposition implicite dans un contexte électoral déjà tendu? J'ai eu la chance, l'occasion, n'est-ce pas, de suivre dans un média concurrent au vôtre, un député de la nation se prononcer sur cette question. Ça m'a permis, ça m'a édifié, ça m'a permis, n'est-ce pas, d'apprendre que Monseigneur Samuel Cléda, n'est-ce pas, n'a pas inventé l'eau chaude. En réalité, toutes les informations qui ont été rendues publiques par Monseigneur Samuel Cléda, c'est des informations vérifiées, vérifiables et qui existent. Donc il n'a même pas inventé quelque chose. Ça, il faut d'abord que je le dise. Alors, on se rend donc compte qu'il n'y a aucune prophétie dans cette histoire. Il n'y a pas de prophétie dans cette histoire, tout simplement parce qu'en fait, après avoir suivi depuis le début de l'année quand même les mouvements, n'est-ce pas, des prélats, autour, n'est-ce pas, de la présidentielle qui devrait permettre une certaine alternance et autres. Ça, c'est depuis janvier, parce qu'on suit leur mouvement et autres. On comprend bel et bien qu'ici, bon, il y a certains parmi eux. Parce que, grande était notre surprise de regarder à la télévision
des évêques et autres qui ont été reçus par le ministre d'État et GPR. Parce qu'il faut dire qu'à un moment, on a cru que certains prélats qui prenaient position impliquaient, n'est-ce pas, tous les évêques du Cameroun. Bon, on a été surpris de regarder à la télé qu'il y a d'autres évêques qui ont une autre position, qui ont un autre langage. C'est le conseil épiscopal qui était invité pour parler de l'unité. Je vous en prie. Donc, ceux qui étaient là-bas, c'était les représentants du conseil épiscopal. Je vous en prie. Pas les évêques qui soutiennent. Thierry. Non, je veux savoir parce que les auditeurs nous écoutent. Thierry. Avant d'être membre du conseil épiscopal, on est d'abord un prélat, non? On est évêque, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, je vous dis simplement que nous suivons l'actualité autour, n'est-ce pas, des prélats depuis le début de l'année. Oui. Alors, on se rend compte que certains font ce qu'on appelle la prestidigitation. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire, sans passer par deux chemins, que ce que Monseigneur Samuel Cléda a fait, ce n'est que la prestidigitation. Rien à voir avec un certain prophétisme et autres. Pas du tout. Pour le simple fait que, je vous dis que les experts, sur le plan économique, sur le plan culturel, l'Église, dans son rôle prophétique, est là justement pour conscientiser la société, pour moraliser la société et justement aussi pour interroger les dirigeants sur leur façon de manager le peuple que Dieu leur a confié. Et c'est ça leur rôle prophétique. En réalité, si un évêque ou des évêques ne se mettent pas dans la posture de M. Cléda pour interroger la gouvernance du peuple que Dieu a confié aux autorités temporelles, alors les évêques ne sont pas dans leur rôle. Je pense pour ma part que ceux qui pensent qu'ils font je ne sais pas, j'ai suivi Sa Majesté dire des choses. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas, il a qualifié, il a donné un qualificatif, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je dis, les évêques sont dans leur rôle. Et ils sont parfaitement dans leur rôle. Et je le dis pas simplement parce que je suis moi-même catholique pratique et qui ai exercé un certain nombre de fonctions dans l'église catholique romaine, dans un conseil paroissial pendant pratiquement 18 ans. Je sais donc ce que les évêques ont fait là. C'est qu'ils rappelaient justement dans leur rôle prophétique la responsabilité des dirigeants temporels ils questionnaient leur manière de manager le peuple que Dieu leur a confié. Et même si moi j'étais président de la République, je crois que j'encouragerais ces prélats à faire ce travail qui permet aux dirigeants temporels de comprendre, d'avoir l'atmosphère, d'avoir la vraie température de la gouvernance qu'il a. Parce que les partisans ont leur rôle, si ce n'est pas mauvais, que les partisans soient des laudateurs. Ça existe dans tous les partis, ça existe partout. Mais les personnes qui peuvent rappeler les dirigeants à leurs responsabilités, je pense qu'il y a des partis politiques comme les nôtres, comme de l'opposition et autres. Il y a également l'Église pris au sens général du terme. Je ne parle pas simplement de l'Église catholique. Il est aussi de la responsabilité des responsables de l'islam, des responsables des autres confessions, justement de rappeler à chaque fois les dirigeants temporels sur leur rôle. Et l'Église, Monseigneur Cléda n'a fait que cela. Il n'y a pas de crime à ce qu'il a fait. Je pense même d'ailleurs que les autorités politiques doivent davantage les écouter et les écouter encore si nous voulons justement que notre société migre, parce qu'il est clair quand même que la gouvernance dans ce pays est problématique. Et nous voulons l'améliorer, nous voulons la changer, nous voulons effectivement que nous ayons des institutions qui sont au service du peuple et non des institutions qui asservissent le peuple. D'accord, Thierry Biassi, revenons un peu sur le communiqué de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Le communiqué publié donc à l'issue de la rencontre du lendemain après le Fobon, clarifie-t-il vraiment la position de l'Église? Est-ce qu'il ne laisse pas plutôt planer un flou qui entretient toutes les interprétations? Bon, je voudrais d'abord rappeler que, parce qu'il faut être honnête quelquefois, que je n'ai pas eu le temps, parce que je crois que c'était hier, non? Je
quoi, la rencontre, c'est pas quand. C'était mercredi. Voilà, mercredi. J'ai pas eu le temps d'éplucher ça en détail parce que honnêtement, j'étais pas sur place. Vous voyez, je suis ici dans ce studio avec tout mon bagage parce que je sors d'un voyage et il fallait que je réponde à votre appel. Donc, j'ai pas trop suivi l'actualité autour de la rencontre avec entre le clergé et le secrétaire général de la présidence de la République. Moi, je voudrais revenir un peu, si vous permettez, hein, peut-être, sauf si peut-être vous allez nous donner connaissance de ce qui a été... Permettez donc que je finisse avec François Bikoro, je vous reviens. François Bikoro, avec vous, revenons sur l'impact sur l'électorat catholique. Pensez-vous que ces prises de position peuvent influencer concrètement le vote des fidèles catholiques? Est-ce que l'électorat camerounais reste sensible aux orientations morales des autorités religieuses? Les catholiques ne sont pas 33 millions au Cameroun. Donc on ne peut pas parler de leur impact sur l'électorat. C'est dans le narratif langagier qu'on règle un certain type de problème. Il n'y a pas un vote catholique. Il y a un vote des citoyens camerounais qui sont dans d'autres associations. Maintenant qu'on se l'a entendu, on peut interroger le fait que chaque dimanche, les prêtres ou les évêques disent que ne volez pas, n'insultez pas. Rien que ce qu'on a connu sur ce plateau, sur un fervent catholique, on peut se dire que le point de vue de l'évêque ne sert absolument à rien. Dans un pays où moralement les gens sont déjà KO. Pourquoi vous riez? Le monsieur qui était là était catholique. Oui, tout à fait. Vous connaissez ça, vous ne savez pas, mais comment? Il a dit qu'il nous connaît, on le connaît très bien. Voilà. Donc, c'est des excavations spirituelles qui ne s'adaptent pas à un environnement chez nous. Parce que on peut en dire de même sur les imams, dont je n'ai pas encore entendu qu'ils ont une prophétie. Ils sont au même pied d'égalité que les catholiques, encore que les catholiques ne représentent pas l'église chrétienne. Ils sont d'une obédience de Rome. Peut-être vous ne le saviez pas. Au sein de la religion chrétienne, parce qu'on fait beaucoup de confusion entre l'église et la religion. Au sein de la religion chrétienne, il y a près de 3000 petites maisons. Donc, il ne faut pas donner l'impression aux Camerounais que c'est la religion qui gère les Camerounais. Les Camerounais vont là où ils veulent pour trouver la paix de l'âme. On ne doit pas entrer dans ce qu'ils appellent la maison de Dieu et en ressortir en ayant peur. Vous avez des enfants de Dieu qui sont 33 millions en système de représentation. Et moi, j'ai ce que l'un d'entre eux a dit, parce qu'on ment beaucoup sur les évêques. Dites-nous tout. Voilà ce que celui qu'on a choisi pour parler à la sortie. Il est évêque de Obala, je crois. Monseigneur Baïmi, évêque de Obala, justement. Compte rendu la rencontre des évêques et du secrétaire de la présidence. Il n'a pas dit RDPC, donc il n'y a pas de choix là-bas. Contrairement aux autres qui ont choisi le diable à la place de quelqu'un. Nous venons de terminer une rencontre de concertation stratégique organisée à l'invitation du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, du Cameroun, qui souhaitait rencontrer les évêques. Nous étions présents 7 évêques, accompagnés du secrétaire général de la conférence, spécifiquement les évêques du conseil permanent. C'est-à-dire ceux qui régulent les activités des évêques. Donc, ils parlent. Ça veut dire qu'ils ont été triés sur le volet. Non, pas triés. C'est une notion de représentation. D'accord. Qui remet en cause le one-man show de certains d'entre eux. D'accord. Très bien. Le secrétaire de la présidence de la République a été le premier à prendre la parole. Il a apprécié le fait que nous ayons accepté cette rencontre et nous a accueillis au nom du chef de l'État. Il a également évoqué la délicatesse du moment que nous vivons à l'approche des élections présidentielles et a exprimé son souhait que les évêques jouent un rôle important afin d'assurer la paix avant, pendant et après les élections. L'administration s'engage à organiser des élections transparentes. Il a souhaité que les partis politiques présentent leur programme et refusent toute forme de discours de haine privilégiant la paix. Il nous a ensuite présenté un bilan élogieux des grands projets déjà réalisés par le chef de l'État en insistant sur l'importance de la paix. En réponse à ce discours, Monseigneur André, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a exprimé la joie des évêques de cette rencontre, puis a invité Monseigneur Philippe Alain,
président adjoint à faire une prière. Après cette prière, Monseigneur André a souligné qu'il était indispensable de travailler pour tous, de travailler pour la paix, la réconciliation et la prospérité au Cameroun, précisant que c'était un engagement dépassant le cadre politique. Le Christ étant prince de la paix, l'Église œuvre et prie pour la paix. Il a en synthèse rappelé les messages des évêques, l'importance sur les élections, l'autre sur la situation sociopolitique du Cameroun. Voilà en substance le contenu de notre rencontre avec le secrétaire général de la présidence de la République. À la fin, Monseigneur André a donné une interview précisant que l'Église n'est pas partisane, que les prêtres et les évêques ne s'engagent pas pour un parti politique, mais que l'Église, partageant les joies et les espoirs du peuple, se doit de s'intéresser à ce que le peuple vit. Signé Monseigneur Sostène Léopold Bayemi. Fin de débat. Très bien. Ok. Continuons à autre chose. D'accord, on prend une transition, on vient tout juste derrière. Il n'y a pas eu politique là-bas, il n'y a pas eu... Mais toi, tu as dit... Vendredi, c'est le débat politique. Là, l'activateur ne parle pas. Lui, il active. On appelle les hommes politiques, toutes chapelles confondues. On fait un casting. Le RDPC, le MRC, le SDF et tout. Venez nous dire la vérité ici. Vous dites même que qui va succéder à Paul Biya? Moi, je pose seulement les questions. Je m'interroge. Les gars parlent. Je ne parle pas. Pendant 2 heures, les gars cognent. Ils parlent. Entre eux, là, dès que le RDPC parle, le SDF contredit. Entre eux, là-bas, c'est comme ça que ça va se passer. À un moment, je laisse quand même que les auditeurs nous disent ce qu'ils pensent. Retour donc sur ce plateau avec le dernier thème inscrit à l'ordre du jour, notamment sur la France et son passé colonial. Il s'agit donc d'un geste historique ou alors d'une manipulation diplomatique, une feinte diplomatique, la sortie de Macron. Emmanuel Macron. Du président Emmanuel Macron. Alors, François Bikoro, vous êtes panafricaniste, historien d'abord. Tout à fait. Vous êtes panafricaniste, vous avez suivi la sortie du président français. Que vous inspire donc cette reconnaissance de la France sur la responsabilité historique dans la guerre d'indépendance camerounaise? Est-ce que vous pensez que c'est un acte sincère ou alors il s'agit d'une manœuvre diplomatique? Quel impact cette reconnaissance peut-elle avoir sur la mémoire collective dans notre pays? Je voudrais d'abord avoir une pensée, somme toute forte, pour les quelques 300 millions d'Africains qui, au cours de ces derniers 500 ans, ont perdu leur vie des faits de l'esclavage, de la déportation, de la colonisation et du néocolonialisme. C'est important qu'ils sachent que nous, leurs enfants, nous évoluons dans le narratif langagier. Je voudrais ensuite convoquer la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. J'ai bien lu l'aveu. Peut-être j'ai mal lu. Le Cameroun Tribune qui est sorti à la suite de cette déclaration disait bien l'aveu. Donc ce n'est pas une reconnaissance. Parce que les choses ont évolué. L'époque de cette histoire-là jusqu'à aujourd'hui, moi je vous parle toujours des environnements. Ce qui s'était passé dans les années de crise, tout ce que les gens voulaient, c'est que dans le narratif historique, que le chasseur ne parle pas seul, surtout qu'il y a un singe qui a échappé à la bourrasse du fusil de celui qui chassait. Parce que la plupart du temps, c'est le chasseur qui fait l'histoire. Mais il y a quand même eu la chance que un ou deux singes ayant échappé à ce qui s'est passé disent au chasseur qui écrit l'histoire qu'attention, j'étais quand même au coin d'un arbre et j'ai vu ce qui s'est passé. On ne demande pas à la France de payer un coupec, on demande simplement que ce qui nous est arrivé, que l'histoire commune soit au moins retracée pour apaiser un certain nombre de douleurs qui ont été faites. Surtout que l'environnement international du moment démontre qu'il suffit que 3 personnes meurent dans un coin du monde. Vous voyez comment l'ensemble de la communauté dite internationale s'émeut pour dire que ça ne doit pas arriver à des êtres humains, ça ne doit pas arriver à ceci. Tout ce qu'on demandait à la France, c'est un narratif langagier qui rassure les uns et les autres, qu'on peut repartir sur des bons auspices, qu'on peut repartir sur la bonne voie. Mais si quelqu'un ne vous reconnaît même pas ce qui vous est arrivé, qu'il vous classe toujours au niveau inférieur en disant que ce qui est arrivé était bon, au moins que la première personnalité
de l'un des bourreaux de l'histoire de l'Afrique, parce que moi je préfère pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire même négro-africaine si vous voulez. L'un de ces bourreaux disent que vraiment, j'ai beaucoup résisté pour reconnaître ce qui vous est arrivé, mais si maintenant le premier d'entre eux, le président de la République française, au nom certainement de tous ceux qui nous ont créé des problèmes dans la colonisation et l'esclavage, reconnaissent déjà que oui, effectivement, pour le cas du Cameroun, pour la période qui va de telle période à telle période, je crois qu'il est difficile que je ne reconnaisse pas ce qui est arrivé. Maintenant, on va simplement demander que cela s'élargisse, parce que c'est une période précise. Mais on prend petit à petit ce qui nous arrive. Très bien. Aimé Cyprien Olinga, le président Emmanuel Macron n'a pas présenté d'excuses officielles, ni proposé de réparation. Est-ce suffisant pour parler de réconciliation? La France doit-elle aller plus loin? Selon vous, si oui, comment? Cette reconnaissance peut-elle influencer la relation actuelle entre le Cameroun et la France? Écoutez, nous sommes là dans une situation où nous pensons que les déclarations du président Emmanuel Macron sont un pas dans la bonne direction. C'est un pas, c'est même un grand pas dans la bonne direction. Parce que les pratiques qui ont consisté jusqu'à récemment à nier justement cette histoire troublante de l'époque coloniale, enfin, si vous voulez, de l'époque de la tutelle de la France sur le Camerounais, le fait de nier qu'il y ait eu des massacres, qu'il y ait eu l'exécution, qu'il y ait eu la répression des mouvements indépendantistes et au Cameroun, pour nous, patriotes, révolutionnaires et panafricanistes, c'était une espèce d'injure ou d'insulte à la mémoire de ces grands patriotes qui ont perdu leur vie. Je cite là monsieur Ruben Oumniobé et ses compagnons. Donc nous sommes au FDR des dignes héritiers, et j'ai l'habitude de dire, le UPC a posé les jalons, et le FDR et même d'autres vont parachever le processus de libération. C'est donc un bon pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que nous serons, heureusement, j'ai bon espoir que ce soit un début, que c'est un début et que les autres actions vont suivre, notamment les excuses, parce qu'il faut bien que le bourreau, à un moment donné, comme ils ont déjà reconnu, il a reconnu qu'il s'excuse, et surtout qu'il y ait des réparations. Moi, je refuse d'entendre ce débat où certains estiment que les excuses seules suffiraient, ou alors qu'il suffirait simplement de dire vraiment oh, nous sommes désolés, que non, il faudra justement des réparations, et des réparations sérieuses pour qu'effectivement donc il y ait au finish, au bout, la réconciliation. D'accord. Thierry Biassi, comment la mort de Ruben Oumniobé continue-t-elle à résonner dans le débat politique camerounais? Le gouvernement camerounais a-t-il un rôle à jouer dans ce processus de mémoire et de justice? La jeunesse camerounaise, quant à elle, est-elle suffisamment informée de ce passé pour que la réconciliation soit effective? Bon, ok. Angèle, vous savez, j'ai toujours mal lorsqu'on évoque les noms des grandes figures de l'histoire de ces pays. J'ai mal, pourquoi? Parce que je ne suis pas... Je veux dire quoi? Je ne suis pas solidaire de tout ce qui se dit autour de cette personne, de ces grandes figures. Parce que à un moment, je considère ça un peu comme des injures, en fait. C'est comme si on insultait ces grandes figures. Quand je vois l'agitation qui est autour pour que la France reconnaisse le rôle qu'il a joué dans les crimes de Oumniobé, dans les crimes de tel et tout, les 4 noms, par exemple, qui ont été cités dans la lettre de Mme Adesso au président Paul Biya, qui a été rendue publique, ça me fait toujours beaucoup de peine, parce que si nous aimions autant nos grandes figures qui ont marqué l'histoire de notre pays, est-ce que vous pensez vraiment que, même si je fais partie de ceux qui voudraient que la France se reconnaisse, est-ce qu'on a besoin d'attendre une reconnaissance de la France pour valoriser toutes ces figures, ou même pour les reconnaître nous-mêmes d'abord dans notre propre pays? Ça ne fait même pas 10 ans que le président Paul Biya lui-même a reconnu Oumniobé comme un héros de ce pays. Ça ne fait pas 10 ans. C'était lors du cinquantenaire. Je ne sais même pas si ça fait 10 ans que lui-même il a reconnu. Je suis allé à
à Ezeka. Je suis allé à Ezeka. Et j'ai eu envie d'uriner. Je suis allé, j'ai vu un bloc de béton. Et puisqu'il n'y a pas de toilette publique, juste il y avait la brousse partout, c'était sale partout. J'ai commencé à uriner. Je me suis dit peut-être c'était la poubelle. C'est lorsque je finis, je me retire, que je me rends compte que je suis en train d'uriner sur la statue de Oumniobé, qui est quelque part dans Vous l'avez profané. Oui, dans les rues, des États, c'est tellement sale, ça ne ressemble à rien. Vous avez profané la mémoire de Oumniobé. Oui, malheureusement, sans même le savoir. Parce que j'ai vu une statuette. Vous devez présenter des excuses. J'ai vu une statuette, un monsieur qui tient une petite valise là. Présentez donc les excuses. C'est après qu'on me dit que, est-ce que tu sais que voici dans la statue. Présentez donc les excuses. Voici la stèle qui a été érigée à l'honneur. Je demande pardon à tout le peuple camerounais. Très bien. Voilà, parce que j'ai profané la mémoire. Sans le savoir. Sans même le savoir. D'accord. Donc, c'était un tas de béton qui ressemblait à un être humain. Ça ressemblait à un être humain parce que le côté de la jouée même déjà cassé. La main qui tient là, c'est cassé complètement. Et il tient comme une valise là. Donc, j'ai fini d'uriner. C'est quand je recule, je regarde. On me dit que voilà donc. Les choses. Voilà les choses de Oumniobé. J'ai demandé que, mais attendez, vous êtes sérieux? C'est ça quand j'entends les Bassa d'abord en premier qui aiment s'accaparer Oumniobé et tout. J'ai demandé que préciser l'UPC. Non, il n'y a pas, c'est pas le tribalisme. Oui, parce que j'étais à Ezeka. C'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que j'étais à Ezeka. D'accord. J'ai dit que mais vous les Bassa, vous vous accaparez Oumniobé, vous prenez Oumniobé comme Oumniobé de l'UPC. Donc l'UPC même ici à Makak, voilà tout ce que vous avez fait de Oumniobé ici. À Makak, une figure de l'histoire du Cameroun comme Oumniobé, c'est ça que vous avez fait à Makak. Maintenant, allons plus grand. C'est ça que le Cameroun a de Oumniobé dans notre pays. C'est ça que le Cameroun a. Ce bloc de béton qui ne ressemble à rien, qui a sûrement été fabriqué. Qu'est-ce que vous suggérez? C'est tout. Non. Qu'est-ce que vous suggérez? Cher ami, avant d'aller dans les suggestions, avant d'aller dans les propositions, il faut parfois poser le problème. Le problème est plus profond que ça. Le problème est plus profond parce que une minute. Parce il ne faudrait pas que il ne faudrait pas qu'on reste dans des manipulations. Non, la France doit reconnaître les figures. Oui, mais supposons même que Macron dise. Parce que s'il vous plaît. Pas supposer, il a déjà dit. Écoutez. Supposons, oui, rapidement. Supposons même que Macron reconnaisse. Il a reconnu. Non, écoutez. Reconnaître sans demander les excuses, ce n'est pas reconnaître. Macron n'a jamais demandé les excuses, s'il vous plaît. Écoutez, Macron a reconnu le rôle que la France a joué dans le massacre des Camerounais entre les années 50 et 60. Il a reconnu que la France a contribué à assassiner Oumniobé. Mais maintenant, nous voulons qu'il présente officiellement les excuses de la part de la France et qu'il y ait des réparations. Et que le peuple camerounais aussi, avant de se jeter justement dans cette fausse agitation que nous faisons chaque fois qu'on évoque ces figures, que le Cameroun même et que le gouvernement camerounais prennent déjà sur lui de faire reconnaître toutes ces figures, que cette figure soit vraiment les symboles de notre pays. C'est ça le véritable problème. Il reste 6 minutes pour la fin de l'émission. Je vais donner 3 minutes à chacun. Voilà, c'est moi qui parle. Oui, vous aurez le temps. Permettez que chacun puisse ces 3 minutes. Bon, alors d'accord, vous avez 3 minutes, Léonide Ofoum. Quel signe concret attendiez-vous pour parler d'une véritable réconciliation, des excuses publiques, des réparations ou des initiatives éducatives et mémorielles? Ces gestes doivent-ils être individuels, donc pour les familles, ou alors collectifs, donc c'est-à-dire pour la nation? Moi, je crois qu'à la base, les Camerounais doivent d'abord être vrais. Vrais pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre dans le même plat le panafricanisme de Olinga et le panafricanisme de mon voisin de gauche Bikoro. Ce n'est pas la même chose. Olinga est un marxiste panafricaniste authentique. Alors que lui, il est de la droite camerounaise qui a fait comme une sorte de captation d'héritage pour rester aux affaires. Ça, il faut le dire. Et justement, pour durer aux affaires... Lui-même, il le sait. Oui, pour durer aux affaires,
ils se sont appropriés de manière, j'allais dire, de manière mal placée, de manière malhonnête, l'héritage de Oumniobé, sans faire les gestes qui doivent accompagner cette captation-là. Et que voulait cette captation? Que l'école puisse nous en parler. S'ils avaient été sincères, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de sincérité. C'était qu'une manœuvre pour rester au pouvoir et pour s'émanciper de la métropole qui leur disait démocratiser. Comme ils ne voulaient pas démocratiser, et ils savaient que les marxistes n'aiment pas, et les communistes n'aiment pas la démocratie, ils sont allés s'allier à eux en faisant semblant de capter l'héritage de Oumniobé. Mais j'ai principalement envie de dire ceci, et moi je n'ai pas honte de cet héritage. Ce qui s'est passé dans le début, la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, c'est une lutte pour le pouvoir. Ça, il faut le dire. Et dans cette lutte pour le pouvoir, je veux que les Camerounais soient assez lucides sur cet aspect des choses. Dans cette lutte pour le pouvoir, Ahidjo est allé s'allier à l'Occident. Oui. Il vous reste une minute. Oui, mais bien sûr, je l'ai laissé. Et Oumniobé et Compas sont allés s'allier à l'Union soviétique, à Cuba et à la Chine qui était du bloc de... et qui leur a donné des armes. Ils ont simplement perdu cette guerre d'indépendance-là. Bon, maintenant, nous avons cette mémoire plurielle-là. Nous devons trouver une façon intelligente de la gérer, pas dans les faux fuyants. Et parce que le Cameroun même aussi, le Cameroun même a sa part de responsabilité. Macron n'a pas reconnu l'assassinat de Moumié. Il dit que c'était l'œuvre des services secrets camerounais. D'accord, merci. Que ce n'est pas une connerie. Merci. Dominique Tita, cette reconnaissance française peut-elle contribuer à renforcer l'unité nationale au Cameroun, ou alors elle risque d'alimenter des tensions politiques? Les partis politiques devraient-ils utiliser ce sujet pour l'intérêt national ou alors pour leurs agendas électoraux? Comment éviter que cette mémoire douloureuse ne devienne un instrument de division politique? Vous avez 3 minutes. C'est la communication qui aura autour de ça. À ce que je sache, il faudrait bien évidemment qu'il y ait des personnes, n'est-ce pas, désignées pour pouvoir communiquer autour de ça, pour éviter que ça aille dans tous les sens. Moi, je vais vous dire personnellement, dites-nous tout. Je suis passionné des questions de droits de l'homme et des procédures. Il y a souvent un problème entre les avocats et leurs clients. Et parfois, les magistrats qui jugent. Parfois, vous avez un avocat qui dit à son client, si on te demande, tu plaides coupable ou non coupable, dis non coupable. Il arrive devant le juge, il dit coupable. Donc, ça leur crée des problèmes. Ça leur crée souvent des problèmes. Parfois, ils arrivent devant le juge, et même les magistrats ont souvent des problèmes. Voilà quelqu'un qui est ici, détenu, il a dit non coupable pendant 1 an. Il revient dire coupable. Peut-être le juge ne lui a pas, son avocat ne lui a pas dit ce que veut dire coupable et non coupable. Alors, je crois qu'il faut saluer ici le courage du président, le président français, qui a plaidé coupable. Donc, il faut saluer ce courage-là. Il a plaidé coupable, qui a eu le courage. Parce qu'il faut dire ici qu'il vient plaider coupable dans un dossier qu'il ne maîtrise ni de près ni de loin. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça, c'est l'histoire. Chacun a oui. Oui. Il vous reste 1 minute. Il plaide coupable dans un dossier qu'il ne maîtrise, mais qu'il ne maîtrise pas. D'ailleurs, il n'était même pas né. C'est-à-dire qu'on lui a raconté un certain nombre de choses parce qu'il y a ses prédécesseurs qui connaissent exactement ce qui s'était passé. Il a eu son courage, il a pris son courage. Je crois donc que pour un dossier aussi sensible et délicat, je crois que tout se joue autour de la communication. Si la communication est bien orientée, je crois que ça va permettre justement de renforcer, de consolider les liens d'unité entre les Camerounais. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. François Dupont, il reste 2 minutes. Je voudrais vous rassurer. 1, c'est la France qui a demandé. Le Cameroun n'a pas demandé. L'Afrique aujourd'hui impose le rythme en ce qui concerne le narratif historique. Il y a 2 poches qui sont restées ouvertes à la France, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ce n'est pas un hasard qu'après avoir résisté, il ait écouté la conscience de la jeunesse africaine qui se meut. Il n'a pas le temps. Il veut capter pour vous donner l'impression qu'il est avec vous. La preuve que ça fait 2 chefs d'État français. Le premier est venu ici. Il vous a dit que les Bamileke et les Bassa sont morts pour le Cameroun. Et les partis politiques ont récupéré ça.
Chacun te dit que ce sont les Bamileke qui ont plus souffert. Je ne sais pas quand quelqu'un embrouche sur ce qui est les Bamileke sur les Bassa. Il vous a envoyé dans ce soir. Le soir, il a pris le port de Kribi. Ça n'a pas marché. Le débat a continué par des gens qui veulent poser le débat narratif. Maintenant, il se rend compte qu'il reste 2 secondes. Nous sommes à l'orée d'une présidentielle. Les personnages qui ont aidé les nationalistes à l'époque pour combattre la colonisation sont en train de revenir en force. Vous savez que le président Macron vous a dit, il a redéfini ce qu'on appelle impérialiste. Alors que le mot impérialiste veut dire celui qui a pris l'autre en otage. La Chine et la Russie sont en train de revenir. C'est les mêmes qui étaient au début de notre lutte pour se libérer. Le langage, le narratif ne peut plus être le même. Je veux dire que chaque langage, chaque narratif s'adapte à un environnement précis. Si la France ne faisait pas ce qu'elle a fait l'autre jour, la marche vers la fin de la France-Afrique est inexorable. Elle avance. C'est pour cela que je dis, la France était obligée, parce qu'après avoir résisté, de capter, vous, la jeunesse émergente africaine, qui est en train de poser de véritables problématiques d'identité culturelle africaine. Elle se dit donc qu'elle peut encore s'y infiltrer. Et elle peut s'y infiltrer avec mes voisins de droite qui sont en train de voir un autre narratif. On vous dit que le fleuve est en train de s'assécher. Traverse vite. Tu dis que non, vraiment, c'est le machin truc. D'accord, ok. Ça, c'est un narratif que j'ai appris. Nous sommes donc arrivés au terme de ce débat politique contradictoire. Long courrier qui sera d'ailleurs rediffusé 3 fois. Oui, nous demandons pardon pour l'incident inutile. Ils sont habitués à nous voir dans l'ambiance. Ils saturent d'ailleurs voilà. mon inbox il s'est exclu de un certain nombre d'informations relatives à... qui n'aident pas toujours dans la manifestation. Il nous a confondus avec les criminels dont il espère. Je rappelle que le RDPC n'a pas effectué le déplacement. Le comité central du RDPC a déployé Sa Majesté Patrice Ondondo, qui m'a confirmé depuis hier et aujourd'hui qu'il sera là. Malheureusement, il n'est pas venu. De même, le PURS, qui était convié sur ce plateau, n'a pas pu effectuer le déplacement. La cellule de communication du PURS m'appelait pour savoir si le communicant est arrivé, mais je viens de répondre que le communicant n'est pas arrivé. C'était pour qu'on ne pense pas que nous avons organisé des choses. 3 rediffusions. D'abord ce soir, après les programmes à 22h. Demain, ce sera à 13h. Dimanche, à 13h également. Et bonne fête à tous les chrétiens. Polo Aouna était donc à la mise en onde. Et Alex Mondo était à la réalisation vidéo. Je suis Angelbin Fomo, c'est moi qui modérais. Jean-Jacques Zé supervisait et Daniel Yondou assurait la police d'antenne. Tout à l'heure, on va où au Tchapalo? On passe où là? François Mikoro. On passe où? Au Tchapalo Drum. Bye bye.